Bonjour à nos chers auditeurs. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. J'ai reçu un coup de téléphone il y a quelques semaines, je crois, me demandant de venir me voir. Et j'ai pensé que ça pourrait peut-être intéresser nos auditeurs. Et dans le fond, il semble se passer dans le monde de la santé quelque chose de très curieux, c'est-à-dire que ceux qui refusent d'être vaccinés perdent absolument tous leurs droits. Et donc j'ai avec moi une infirmière. Bonjour. Voilà, et un avocat, ou une avocate, Bonjour. ou une avocate, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Et elles vont vous expliquer un petit peu ça, parce que c'est quand même complètement attentatoire aux droits des gens, on peut penser, complètement attentatoire aux conventions sociales. Et il me semble qu'il faudrait au moins que les gens soient au courant. Alors, cher maître, vous allez commencer, et vous allez nous dire un petit peu ce qui se passe, et ensuite nous passerons à la réalité de ceux qui sont avec les malades. Donc expliquez-moi un petit peu ce qui se passe, parce que vous me dites depuis le 5 août, date d'une décision du Conseil d'État, il y a des tas de gens en France qui n'ont plus aucun droit. Ouais, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que le 5 août donc 2021, en fait, est entrée en vigueur l'obligation vaccinale des personnels, de deux types de personnels, les personnels de santé et puis les personnels qui travaillent dans des établissements dits de santé. Donc, ça peut toucher vraiment des secrétaires, des archivistes, des cuisiniers, enfin, tout le monde. Même, je sais que j'ai même quelqu'un qui lave les voitures, les ambulances et qui est concerné, par exemple. Donc, vous êtes concerné soit par votre lieu de travail, soit par votre type d'activité. Et donc, cette obligation vaccinale, ben, si vous ne la remplissez pas, alors, il y avait la date du 15 septembre, celle du 15 octobre. Je pense que les gens ont suivi, première dose, deuxième dose, on arrive à la troisième. En fait, si vous n'obtempérez pas, ben, vous n'êtes pas licencié, comme ce fut le cas avant. Parce que je pense que ce qui est important, c'est de savoir aussi comment ça se passait avant. Donc avant, lorsque vous aviez une condition d'accès à une profession, notamment qui était un vaccin ou toute autre chose, hein, ça pouvait être d'autres choses, mais un vaccin, c'est assez habituel dans les professions de santé. On vous demandait de le faire. Si vous ne vouliez pas, on considérait que vous n'acceptiez pas une modification substantielle de votre contrat de travail et donc vous étiez licencié avec vos droits, avec vos indemnités, etc. C'est légal. Le Code du travail prévoit ça. Le Code de la fonction publique hospitalière aussi. Mais cette fois-ci, non. On a inventé de toutes pièces quelque chose qu'on ne connaissait pas, nous, avant, en tout cas pas les hommes de droit et les hommes et les femmes de droit. C'est une suspension, mais une suspension qui n'est pas disciplinaire, donc qui ne vous donne pas droit à un salaire, qui ne vous donne pas droit à un débat contradictoire devant un conseil de discipline, mais une suspension qui est une vraie suspension, j'allais dire presque au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on vous prend, on vous met au-dessus du vide et puis on vous laisse là de manière indéterminée. Donc, et vous n'avez plus de salaire, plus de protection sociale, plus de protection maladie, plus rien. Alors, exactement, c'est-à-dire que ces gens-là, toutes les personnes concernées vont se retrouver avec, d'une part, effectivement, une suspension de leur rémunération, qui était optionnelle, hein, mais bon, vous comprenez bien que les employeurs l'ont tous appliqué, clairement. Et ce qui est plus étonnant, et je dirais même plus grave, c'est que vous avez une suspension de tous les autres droits. Donc plus droit aux indemnités journalières de sécurité sociale, par exemple, pour ceux qui sont malades, même avant. C'est-à-dire les gens qui étaient déjà en maladie, tout d'un coup, on leur a dit, bah non, vous n'avez plus droit à rien. Attendez, si vous avez une carte verte, Ah mais non, alors non, mais c'est spécial dans la fonction publique hospitalière parce que c'est l'hôpital qui assume par voie de délégation la gestion de l'arrêt de travail. Hein. Alors pour les salariés, ça a l'air d'être un peu moins violent. J'ai l'impression que les CPAM se sont un petit peu adoucis. Moi, j'ai même réussi à avoir des petits accords pour certaines infirmières ou certains médecins pour avoir des blocages de provisions par les CPAM en avance sur les hôpitaux. Mais on va dire clairement, les établissements hospitaliers de la fonction publique, en tout cas, ont suspendu même le versement des indemnités journalières, y compris des gens qui étaient malades bien avant, y compris des accidentés du travail, y compris des maladies professionnelles. J'ai même des gens qui sont en droit à la retraite, à qui on a dit « nous traiterons votre dossier de retraite quand vous serez vacciné ». J'ai des gens qui ont été contrôlés en maladie, à qui on a dit « vous êtes certes inapte, mais si vous étiez vacciné, on vous le dirait, mais là, on ne va pas vous le dire ». Enfin, j'ai eu des choses hallucinantes. Enfin, donc, bon, ça, on va dire le petit chef qui abuse. Bon, on va dire que nous, les avocats, on était assez tranquilles. On s'est dit non, mais
Bon, tout ça, c'est du local, c'est des gens de mauvaise foi, c'est des gens qui abusent, on va aller au tribunal, bon, logiquement. Eh bien, on a eu le même résultat à peu près partout, c'est-à-dire que globalement, les tribunaux nous ont dit d'abord, c'est tout à fait, c'est pas seulement légal, mais c'est légitime, ça ne viole aucune loi. Alors que de notre point de vue, cette loi était incompatible avec tout ce qu'on avait connu avant. Très clairement, moi, je me suis réveillée un 5 août et je me suis réveillée dans un autre pays, en fait, au niveau du dispositif légal. Donc, on nous a dit, c'est compatible avec tout le reste. On nous a dit, il n'y a pas d'atteinte aux droits de l'homme, à la dignité humaine, il n'y a pas d'atteinte à la Constitution française qui quand même prévoit la solidarité nationale pour les malades, la solidarité pour les personnes âgées, la solidarité pour les personnes en situation de fragilité. Tout va bien. Donc on est rentré dans un nouvel... mais je crois que les juges étaient tous de gauche, ça les a pas gênés? Ils nous ont même condamnés. Moi, j'ai des soignants qui sont allés au tribunal administratif. J'ai 130 soignants dans un collectif. Ils sont allés au tribunal administratif. Non seulement ils ont été retoqués par les juges, mais en plus, ils ont été condamnés à payer 400 € par personne les avocats des hôpitaux qui les ont suspendus. Donc, les hôpitaux ne les payent plus, mais en plus, ces soignants-là qui n'ont plus de salaire ont dû payer les avocats adverses. Ah oui, donc ils ont été condamnés aux dépens. Condamnés. Condamnés aux dépens. Alors, et dites-moi, vous le savez toutes les deux, j'imagine, mais le nombre de gens, ça correspond à quel pourcentage dans la fonction? Est-ce qu'on sait à peu près combien il y en a? 5%, 10%, 15%? Le gouvernement, lui, dit 15 000 personnes. Seulement, le gouvernement, quand il prend les 15 000 suspendus, il ne compte pas tous les gens qui ont démissionné, les gens qui sont en arrêt maladie, les gens qui étaient déjà en arrêt avant et qui n'ont pas repris parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Donc en fait, les 15 000 du gouvernement, c'est pas le bon chiffre. C'est pas le bon chiffre, mais 15 000, c'est déjà beaucoup. Sur la fonction publique hospitalière, oui. Et à côté de ça, il y a aussi tous les soignants du privé, plus tous les libéraux. C'est-à-dire qu'on a des chirurgiens dentistes. On a suspendu des médecins ou des dentistes qui refusaient de se faire... J'ai un chirurgien, moi, j'ai une chirurgienne dentiste pédiatrique qui est en plus très spécialisée. Donc ça veut dire qu'il y a un tas d'enfants qui sont plus pris en charge. J'ai des psychologues, j'ai de tout, j'ai des infirmières libérales. Toutes les professions. Même des très grands neurochirurgiens, par exemple, moi j'en ai vu qui ont été suspendus. Enfin, on se dit, en plus on en a besoin, quoi. Enfin, mais non, des grands spécialistes, des gens très diplômés. Moi, j'ai des infirmières très spécialisées qui ont 25 ans de carrière, qui étaient des perles en anesthésie ou autre chose, et dont on a besoin. Les chefs de service, à mon avis, commencent à grincer des dents parce qu'on nous parle de déprogrammation. Bah, très clairement, moi, mon neurochirurgien était dans un petit hôpital, une clinique privée. Il ne peut plus opérer personne. Je pense qu'on a dû déprogrammer beaucoup de gens. Ben, il déprogramme parce qu'il manque de soignants. Alors, on manque de soignants et on en fout tout un tas à la porte, quoi. C'est ça. Mais sans aucun droit. Mais je crois... Comment peut-on... En principe, je croyais que les gens cotisaient pour tous leurs droits, pour le chômage, etc. Il y a une cotisation, on paye quelque chose, il y a des droits. Mais moi, donc ça leur appartient, c'est pas... Je suis tout à fait d'accord. Nous, on est partis là-dessus, là, notamment au niveau des arrêts de travail, parce que ça nous a semblé... En plus, la plupart avaient vraiment besoin d'être arrêtés. Hein. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient épuisés, sans compter tout ce qui s'est passé avant. On connaît l'état de l'hôpital. Donc, on avait beaucoup de gens en burn-out qui tenaient et qui ont chuté. Bon. Donc, pour moi, les arrêts de travail étaient très justifiés, mais en fait, ils ont bizarrement droit à leur protection complémentaire, donc la mutuelle, qu'on leur déduit de leur salaire qui n'existe pas, donc on leur fait des fiches de paye négatives. Mais on ne conçoit pas qu'on ne peut pas avoir une mutuelle sans droit de base, et que le droit de base, en plus, c'est prévu par les textes. Hein. On a une législation en France qui est pour ça impeccable. Pendant 2 ans, même s'ils étaient en arrêt d'activité, de toute façon, toute personne ayant cotisé a 2 ans de droit acquis. À partir de la dernière cotisation. Comment est-ce possible? C'est impossible. Mais c'est français. Impossible pour le coup, c'est pas plus français. un mot. Alors, et le Conseil d'État a entériné tout ça? Alors, le Conseil d'État entérine. Les tribunaux administratifs sont à peu de choses près uniformes sur ça. On a eu de ci, de là, une femme enceinte ou quelqu'un d'un peu plus malade que les autres qui a obtenu une petite chose en référé, mais au tout début.
Là, nous aussi, on fait un bilan des tribunaux de France. On a eu un mois un peu de flottement. On va être honnête. Le premier mois, il y avait des décisions plutôt voilà, assez disparates. Puis tout d'un coup, on a eu la même partout, à croire qu'elle venait d'en haut. Et on a eu pire. Voilà, une décision toute pareille, voilà, rédigée de la même façon. En gros, ce qu'on dit, c'est vous vous êtes mis vous-même dans cette situation. Cette situation est considérée comme une illégalité, ce qui est écrit nulle part, mais bon, c'est pas grave. Enfin, vous êtes en situation illégale, en gros, vous êtes un criminel, on vous donne rien. Donc, on va pas mentir, il y a une partie des dossiers qui seront examinés sur le fond au fil de l'eau, c'est-à-dire sur les 2 ans qui viennent. On connaît la rapidité des tribunaux, oui. Voilà, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire le besoin urgent d'au moins un petit peu d'argent pour vivre, etc., on n'a eu que des... Donc ils n'ont plus droit... Moi, j'ai attaqué au Conseil d'État. Le 13 août, j'ai attaqué le décret toute seule, en fait, sur Internet. En tant que citoyenne, j'ai fait un recours, un télérecours citoyen, qui a été envoyé au tribunal administratif. Et le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et a envoyé mon recours au Conseil d'État. Donc j'ai dû produire un mémoire de défense au mois de décembre, que j'ai écrit comme une grande. Hein. J'ai cherché des textes, j'ai cherché. Sauf qu'aujourd'hui, on est au mois de février. Il n'y a toujours pas de décision. Et il n'y a toujours pas de décision. Donc ce qui fait que j'ai attaqué le texte qui disait que j'allais être suspendue et que j'allais plus avoir d'argent et que j'allais plus pouvoir nourrir mes 2 enfants. On est au mois de février et malheureusement, je suis obligée maintenant de dire que j'ai eu de la chance de tomber malade. Vous avez eu le Covid. Voilà. Donc vous êtes quasiment... vous avez eu le Covid 2 fois sans avoir eu les vaccins, donc quelque part vous êtes vacciné, quoi. J'ai une immunité naturelle qui est certainement beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus, dont on sait qu'elle est bien meilleure, oui, bien sûr. Et est-ce que vous avez essayé de toucher, je ne sais pas, des hommes politiques, je ne sais pas, puisqu'on arrive dans des élections, c'est peut-être un sujet dont ils pourraient s'emparer, non? On est allé par là. Ouais, nous, en fait, moi, mon collectif, on a constitué un collectif. Parlez-moi de votre collectif. Voilà, nous, on a constitué un collectif qu'on a appelé les 300, l'honneur des Spartiates qui s'étaient battus. Au Thermopyle, oui. Voilà, en se disant que bon, on n'en était pas très très loin. Non, on a déjà eu du mal à le constituer, parce qu'il y a peu de gens qui se sentent concernés par tout ça. Donc on n'est que des juristes ou quelques magistrats qui sont discrets et puis des avocats. Donc nous, on a commencé d'abord par ces actions-là. On a tout fait, on a fait le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les référés liberté sur toutes les décisions qui sont tombées. On a demandé l'annulation de certaines circulaires. Mais au-delà de ça, on a fait le plus qu'on pouvait du soutien quotidien pour les soignants, grâce à plein de bénévoles d'ailleurs qui sont merveilleux pour les aider dans la reconversion professionnelle. On a vraiment essayé de créer une petite bulle pour les protéger, mais surtout, on a aussi dit, bon, maintenant, ça suffit, on est allé vers les députés, vers les sénateurs. Donc, on n'a pas été reçus partout de la même façon. On n'a pas été reçus au début. En fait, au début, je pense qu'il y avait un effet de choc. Bon. Et puis, ça a duré. En fait, je pense que les sénateurs et les députés ont pensé qu'au 15 novembre, tout serait terminé. Donc, dans leur esprit, bon. Et effectivement, à partir de la fin de l'année, là, on a pu commencer à rentrer en contact avec eux. Bon, vous connaissez, c'est à peu près réparti. LREM, on n'en parle pas, c'est un bloc. La France Insoumise est très réceptive, d'autant plus qu'en fait, ils ont beaucoup de soignants dans leur propre entourage. Ils sont très très concernés et ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, donc on a fait notamment dans le recours constitutionnel, devant le Conseil constitutionnel sur les dernières dispositions légales, on est allés ensemble. On a vu ce que ça donnait. Notre constat, c'est qu'aujourd'hui, même les conseillers régionaux qui sont en charge du paiement du RSA ont bloqué les RSA pour les soignants. Pas dans toutes les régions. Pas dans toutes les régions. Dans certaines régions, ils n'ont pas le droit au RSA. Notamment, je vois dans le sud-ouest, etc., c'est très très dur. On a globalement, si on peut avoir des élus locaux, mais vraiment en très grande proximité, qui eux sont vraiment étonnés. Enfin, vous avez beaucoup de pompiers, par exemple, qui dépendent souvent de la territoriale, donc des maires, ou même les PMI, enfin tout ce qui concerne la petite enfance, le médico-social, le CCAS, tout ça, normalement c'est les maires. Oh, ils ont appliqué la loi comme les autres. Conseils régionaux, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a un bloc, il y a un bloc.
Et nous, on a créé un collectif de 130, mais on l'a créé à plus petite échelle et on a dû créer autre chose. On a aussi travaillé avec une avocate, avec Maître Bastin, qui a été absolument formidable avec nous. Mais nous, à l'interne, on a utilisé notre propre compétence. C'est-à-dire qu'on a mis des psychologues à disposition de nos soignants quand ils n'allaient pas bien, parce qu'on avait des gens qui étaient, je pense, au bord du suicide, parce qu'on les a heurtés dans leurs valeurs. On leur a dit que c'était pas des bons soignants. Ils ont été humiliés à des points qu'on ne pensait même pas. C'est extraordinaire quand on y réfléchit une seconde, parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que des gens qui, dans le fond, tout le monde le sait, quand on tapait sur les casseroles à 7h du soir ou à 8h du soir il y a 2 ans, c'est parce qu'on voulait remercier tous les soignants du mal qui se donnait. Donc vous avez des soignants qui disent, écoutez, moi j'ai un problème avec ce vaccin. C'est une question personnelle. Et ces gens-là, on les déshonore et on les ruine, quoi. Moi, j'étais en réserve sanitaire à Paris. Donc j'étais à 300 km de ma famille en mars 2020. Je suis partie, j'ai laissé mes 2 enfants, mon mari. Ils m'ont dit, mais t'es complètement folle, ma prof, de partir comme ça. Et en fait, je leur ai dit, mais c'est pour ça que j'ai fait infirmière, moi. C'est pour des situations comme ça que j'ai Oui, vous voulez aider. ce métier. Et là, à partir du 15 septembre, ils nous ont mis dans des couloirs, à la chaîne. Ils nous ont reçus en nous disant qu'on était de mauvais soignants, qu'on était des qu'on était des dangers, ouais, qu'on était limite des meurtriers. Oui, alors qu'on sait très bien que ceux qui sont fait vacciner filent la maladie aussi bien que ceux qui ne sont pas vaccinés. Quoi. Au départ, c'était pas ça. Au départ, on nous a vendu le vaccin comme étant protecteur contre la contamination. En tout cas, maintenant, la réalité, c'est que... La réalité, là, maintenant, c'est que... Vous n'avez qu'à voir les résultats en Israël, c'est abominable. Maintenant, ils autorisent les soignants positifs, vaccinés, à travailler. Et nous, suspendus, non vaccinés, pas malades, on est chez nous. À notre maison. Et ce que Vanessa dit pas non plus, et ce qui est très très important, c'est qu'en fait, jusqu'en février 2021, la règle de l'hôpital, c'était malade ou pas malade, positif ou négatif, tu vas bosser. C'est-à-dire qu'on était réquisitionnés quand même. Donc vous avez des gens qui ont été réquisitionnés, même d'ailleurs, moi j'ai une infirmière sur Marseille, juste avant septembre, je crois que c'est 2 jours avant, elle était encore réquisitionnée. Et donc le 13 septembre, elle est réquisitionnée, le 15 septembre, elle est suspendue. Va comprendre la logique. Et oui, elle avait été réquisitionnée parce qu'elle voulait faire la grève en vue de contester, en fait, évidemment, la vaccination obligatoire. Donc, je veux dire, la logique est absurde. On manque de soignants. Mais il n'y a pas un homme politique qui s'est emparé de ça un peu? Vous en avez parlé, je sais pas. Ouais, il y en a par exemple, vous en avez parlé, Zemmour, vous en avez parlé, Pécresse, ou parce que non? Alors, Madame Pécresse, elle a été très claire. Nous, on a travaillé avec les quelques sénateurs de son parti ou sympathisants qui s'étaient mis en marge. Donc, M. Houpert, M. Loïc Hervé, Mme Müller-Bronn. Et Mme Pécresse leur a interdit de saisir le Conseil constitutionnel sur le pass vaccinal. Donc, je crois qu'elle a clairement donné son... Alors, elle ne l'a pas donné clairement dans les médias, mais moi, je le sais, puisque... On était là et on essayait... Il y en a attente de ce côté-là, ok. Voilà, elle a pas voulu se mouiller. La France Insoumise, eux, ils ont quand même saisi le Conseil constitutionnel. Eux, ils sont vraiment pour nous. Ils sont très attentifs. Et du côté de Zemmour, il y a quelque chose, vous avez essayé? Alors, du côté de Zemmour, c'est... Le problème, c'est le pass-vax, on peut en parler. C'est-à-dire, mais les soignants, c'est pas une cause intéressante. Puis j'ai envie de vous dire, personnellement, avec le collectif, on a envoyé des mails à l'ensemble des députés et des sénateurs. Ouais. On a eu extrêmement peu de réponses. Et quel poids on a, nous, ou moi, personnellement, petite infirmière et petit collectif de 130 soignants, c'est résiduel, en fait. Oui, mais en fait, de quelque part, dans la politique, c'est de s'occuper de ceux qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et vous me semblez être un cas tout à fait essentiel de quelqu'un dont on doit s'occuper. Parce que le fait que vous soyez marginaux, c'est peut-être possible, mais enfin, dans la mesure où vous allez soigner des gens, ça ne sera pas marginal pour les gens que vous allez soigner. Vous n'allez pas soigner parce qu'on ne vous... Ça me paraît une histoire de fou, c'est-à-dire... Je veux dire, ça me paraît, vu de loin, je ne connais pas tous les détails, je n'ai pas du tout travaillé, mais ça me paraît un système administratif qui devient fou. Alors, je pense que c'est pas... Ouais, mais je pense que c'est pas récent, en fait, si vous voulez. Je pense que
Bon, déjà, moi, je connaissais pas l'histoire de l'hôpital et tout ça, et c'est vrai que je faisais pas spécialement. Mais en fait, quand vous regardez, d'abord, vous retrouvez les mêmes personnes. Monsieur Castex qui installe la TDA, La T2A. Voilà, la T2A, que moi, j'ai découvert ça en les découvrant. Oui, c'est tous les gars qui ruinent l'hôpital qui sont maintenant en charge de la crise. Voilà, qui ont c'est ruiné ça. l'hôpital depuis 30 donc, ans. si vous voulez, en fait, pour moi, il y a une forme de cette déshumanisation ou cette mise à distance, elle existait déjà. Donc, on a, nous, je pense, en tant que Français, on était plutôt fiers de notre système de santé. Je pense que moi, comme je leur disais aux personnels de santé, je dis, moi, je sais qu'on est, quand on est, c'est vous qui nous donnez la vie, enfin, qui êtes là pour accompagner nos mamans. En général, quand on meurt, c'est aussi vous qui nous tenez la main, malheureusement, hein, mais enfin, c'est comme ça que le monde se fait actuellement. Entre-temps, si on est malade, c'est vous qui êtes là pour nous. Moi, je sais pas, je trouve que c'est... Enfin, moi, dans ma vie qui n'a pas été spécialement frappée par la maladie, je les ai vus toute ma vie, les personnels de santé. Donc, je veux dire, c'est important. Le problème, c'est que tout le monde, on met le patient, quand on est infirmière, quand on est aide-soignant, quand on travaille à l'hôpital, on met toujours le patient au centre. Sauf que nous, là, maintenant, on se retrouve avec... du coup, on se retrouve dans la position de patient, puisque c'est nous qu'on doit injecter. Et autant, à l'hôpital, on doit... absolument faire attention au consentement du patient, c'est primordial. Mais par contre, maintenant que nous, on est dans cette position-là, notre consentement, on s'assoit dessus, en fait. Donc, nous, on n'a même plus notre droit de patient. C'est-à-dire, on a perdu tous nos droits. On perd nos salaires, on perd nos maisons. J'ai des soignants qui ont dû vendre leur maison. On perd nos droits à l'arrêt maladie et on perd le droit à juste pas vouloir vous à notre traitement. corps, en fait. On perd le droit de vouloir conserver son propre corps. On n'a même plus le droit du patient. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, expliquez-moi ce que vous faites l'une et l'autre, parce que vous avez nous, bien du si mérite. Vous voulez, hein. la première chose qu'on a faite, c'est ce que Vanessa a fait aussi, c'est sécuriser les gens. Oui. Donc, les accompagner dans cette période de violence psychologique, de deuil, etc. Les aider à réorganiser leur vie en fonction de leurs choix personnels. Donc, ceux qui voulaient se reconvertir, on leur a apporté toute la logistique qu'on pouvait, les coachs, les bilans de compétences, tout ça évidemment gracieusement. On a mis en place des hotlines, même des lignes d'urgence psychologiques au cas où. D'ailleurs, on n'a pas eu de drame, c'est déjà ça. On a eu quelques personnes qui finalement ont choisi le vaccin parce que c'était trop compliqué, mais pas tant que ça non plus. Nous, on se réunit tous les mercredis soirs en Zoom pour se faire du bien, pour faire le point, qui veut quoi. On fait de l'intelligence collective aussi, tous ensemble. Parce que il faut voir aussi que on voit pas, nous, mais en fait, le personnel soignant, c'est des gens tellement bons, tellement habitués à l'altruisme, que cette violence-là, ils ont vraiment eu... Ils l'absorbent, en fait. Ouais, ils ont eu du mal à retomber, en fait. Hein. Ils ont une forme de courage qui est vraiment liée à l'autre, en fait. Mais pour eux-mêmes, il y a une espèce d'oubli. Alors, on les a beaucoup aidés sur ça. J'ai des infirmières qui me disent non, mais moi, je veux pas d'aide financière parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pires que moi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils sont dans une catastrophe financière et elles se disent, en fait, celui d'à côté, il a plus besoin que moi. C'est fou, hein, mais c'est la réalité. Nous, on a fait plus petit aussi, on a créé des collectes alimentaires parce qu'on avait des gens qui ne pouvaient plus se nourrir. On a payé des loyers avec des collectes, on a fait des cagnottes, on a payé en catastrophe des loyers parce que sinon les gens étaient dehors. On a mis des psychologues à disposition. On a fait des carnets d'adresses avec des gens qui pouvaient fournir des soins à des gens qui étaient Covid et qui étaient plutôt mal reçus dans les hôpitaux. Donc on a créé je dirais pas un réseau de soins parallèle, mais quelque chose qui permettait de prendre en charge les patients qui étaient Covid et qui n'étaient pas vaccinés et qu'on puisse aller leur donner un coup de main. Et les syndicats? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de démarches. Alors, moi, au niveau des syndicats, je me suis occupée surtout de la région parisienne, puisqu'on a un directeur de la PHP qui est réputé pour sa douceur, hein, comme vous avez pu voir dans les journaux. Donc, il a à peu près traité son personnel non vacciné comme il traite ses futurs patients, c'est-à-dire mal. Donc, on est allé vers tous les syndicats qu'on a pu. À l'intérieur des syndicats, vous allez trouver des gens qui ont un avis. Mais le syndicat lui-même c'est pas positionné. Alors, on n'a pas pris position. Enfin, on a quand même M. Martinez qui a dit clairement aussi ce qu'il en pensait. Donc, si vous voulez, on peut considérer que les positions officielles des différents syndicats au niveau national,
ont été reprises en local. Par contre, on a de l'aide par derrière, on ne va pas se mentir, il y a des gens très bien mais qui ne l'assument pas. On a même des directeurs d'hôpitaux, moi j'ai eu des directeurs qui ont demandé des dérogations pour leur personnel. Hein. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, moi j'ai fait, pour revenir en arrière sur qu'est-ce qu'on a fait, nous les avocats, on s'est d'abord battus en étant sûrs de gagner. On ne va pas se mentir, nous on est arrivés tranquilles, les conventions collectives, les ci, les là, la loi, la constitution, on était vraiment tranquilles. Et donc, on s'est rendu compte assez vite que ça ne marchait pas. Déjà, on a essayé d'éviter les condamnations et tout ça. Donc, on s'est dit, il faut faire autrement. Alors, moi, j'ai mis en place des cellules de médiation et de conciliation en me disant, ça n'a qu'un temps. À un moment, les directeurs auront besoin d'eux. On va trouver une solution. Et ce n'est pas faux. C'est-à-dire que ils font des demandes de dérogation. Bon, ça ne marche pas encore, mais voilà. S'ils se disent, ah bon, l'avocat veut bien me le faire gratuitement, je veux bien vous aider. Enfin, on arrive quand même. Quand on fait de l'humain, vous savez, de l'humain à l'humain, c'est toujours plus simple. Après, le truc, c'est qu'on s'est retrouvés à dire, il faut changer la loi. Alors, on est allé vers les sénateurs et les députés. Il a fallu les informer. Parce que, vous voyez, nulle part on en parle. Et évidemment, sur le coup, ils ne nous croyaient pas. Moi, j'ai eu des insultes sur Internet. Vous êtes une menteuse et tout. Moi, j'ai 500 dossiers. J'ai 500 dossiers, donc je dis, moi j'ai 500 personnes dont je connais exactement la situation personnelle. Hein. J'ai leur fiche de paie, j'ai leur facture d'EDF, je sais tout. Moi, quand j'en discute autour de moi, dans la famille, les gens, ils disent, ah bon, oui, vous avez été suspendu? Bah oui, mais enfin, vous n'avez pas regardé les infos ou... C'est pas très fréquent dans les infos. Hein. Là, actuellement, je n'entends absolument plus parler... Alors, j'entends parler du pass vaccinal. Ça, j'en entends parler tous les jours. Par contre, j'entends pas parler de l'obligation vaccinale ni des soignants ni des pompiers. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Et alors les pompiers, c'est pareil, ils s'en vont? Ils ont été suspendus. Énormément, il y en a eu beaucoup. Ils ont été suspendus. Il y en a eu énormément. Mais, au moins à Paris, ce sont des militaires, donc... Alors, vous savez, dans les militaires... il y en a aussi? C'est pas simple. Hein. Là, on a encore eu hier ou avant-hier une décision pour un gendarme. Parce que... justement, les gendarmes, ils n'ont pas l'obligation vaccinale, mais quand ils ne se font pas vacciner, ils sont mutés. Mais comme ça, brutalement, vous avez 3 jours pour partir avec femme et enfants. Évidemment, une mutation pas très sympathique. Donc non, il y a une vraie pression. Et si vous voulez, ce que moi j'ai trouvé incroyable, c'est ça qui, pour moi, est gênant. C'est qu'un État se mette à être d'abord une espèce de maître chanteur, qu'ensuite ça soit une répression totalement aveugle et totalement déshumanisée. Et quand on n'a pas l'obligation, on a quand même ce vice d'aller vous chercher des noises, vous savez, d'une manière... Pour moi, c'est indigne, en fait. Au-delà de tout, donc pour moi, c'est ni légitime, ni tout ce qu'on veut, mais c'est en plus indigne. Et ce qui est très étonnant, c'est que, encore une fois, j'y reviens parce que c'est important que les gens se le fixent dans l'esprit. C'est pas la première vaccination obligatoire. Ils sont tous vaccinés par définition, au moins jusqu'à là. D'ailleurs, on ne parlait pas de vaccination avant, mais d'immunisation. Parce qu'en fait, on avait une approche différente. Tu as eu l'hépatite, on ne va pas te vacciner, tu es immunisé. Mais là, avec celui-là, on ne sait pas pourquoi, c'est pas pareil. Bon, on n'a pas compris, mais c'est pas... Alors que pourtant, à 2 fois le Covid, normalement, j'ai un peu d'anticorps. Hein. Voilà. Mais même admettons que ce ne soit pas le cas pour une raison divine ou peu m'importe, ou diabolique, je ne sais pas. Mais c'est même pas le sujet, c'est que jusqu'ici, on leur proposait la vaccination, elle était obligatoire. Et s'ils ne voulaient pas, ils changeaient de métier, mais on leur donnait leurs droits. Là, figurez-vous, par exemple, une aberration encore, les congés payés. Ils avaient le droit, soi-disant, de demander leurs congés payés. Je sais qu'ils en ont, hein. J'en ai, moi, qui ont 260 jours de CET à rattraper, donc une année quasiment aux frais de la princesse. On leur a dit non, puisque c'est arbitraire, c'est sous réserve d'autorisation de l'employeur, donc l'employeur a dit non systématiquement. Mais en plus, à la fin de l'année, on leur a dit « Ah, mais au fait, vos congés, c'est dommage, ils sont perdus. » Donc, je veux dire, on en est là, on est dans un système minable, pardon, hein, enfin je veux dire, pour moi c'est médiocre, minable, petit, absurde, et eux ils sont là, alors en plus ils ont tous été payés entièrement pour septembre, on leur demande de rembourser la moitié de septembre. Il y a des fiches de paie qui sont revenues négatives avec des mises en recouvrement des salaires. Imaginez qu'ils ont le culot de leur envoyer les huissiers. Et moi j'en reviens pas, mais enfin j'en reviens pas. Mais qui c'est il?
Alors, les trésoriers... C'est l'employeur, c'est l'employeur. Mais il suit les ordres de qui? Parce que Alors, quand on demande, parce que moi j'ai demandé... Parce qu'il y a bien quelqu'un qui a donné cet ordre. Moi je vais vous dire, l'ordre, c'est un petit peu... L'ordre d'après tout le monde, y compris d'ailleurs les membres du Conseil des ordres professionnels, me disent c'est les ARS, donc les agences régionales de santé. Apparemment, la cheville ouvrière de ce truc absolument monstrueux, et c'est vraiment un Frankenstein, hein, c'est un système étranger. En ce moment, la commission sociale et sénatoriale, ils sont en train d'essayer de comprendre à quoi ça sert une ARS. On n'a pas compris, d'ailleurs, je crois que ça sert à rien d'autre qu'à embêter les gens. Mais en fait, ce truc est la cheville ouvrière du système. Et eux, ils mettent une pression phénoménale au directeur et à toute la hiérarchie, qui du coup, vous voyez comment ça fait, du coup, à la fin, le petit DRH... Ça rappelle des mauvais souvenirs dans les années 39-45. Hein. Alors, ouais. Et puis en plus, si vous voulez, la ARS, elle a ce côté... elle est complètement... Ouais. Elle n'a aucune proximité. Pour vous dire, un malade, c'est un numéro. Ce qui va derrière la ARS, c'est-à-dire, là, on a par exemple des employeurs privés, type pharmacie, qui avaient des salariés qui ne voulaient pas être vaccinés. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame de la pharmacie, donc l'employeur? Elle a envoyé un courrier à l'ordre professionnel de la pharmacienne. Donc, c'est clairement de la délation en disant que cette dame n'était pas vaccinée. Du coup, elle l'a suspendue, donc soit, on dirait qu'elle a respecté la loi, on va dire, mais du coup, l'ordre a radié cette dame du tableau. C'est-à-dire que cette dame ne peut plus exercer, elle est radiée par son ordre, cette dame a fait le Covid, donc elle s'est dit, voilà, je vais pouvoir être réintégrée dans ma pharmacie, mais non, parce que du coup, l'ordre dont elle est radiée demande un papier de l'employeur, comme quoi elle a le droit de retravailler, et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, elle ne peut plus travailler parce qu'elle est radiée de l'ordre. L'ordre demande un papier de la pharmacienne et la pharmacienne demande qu'elle soit inscrite à l'ordre. Et clairement, c'est une purge, en fait. C'est tous les gens dont on voulait finalement quelque part un peu se débarrasser. Les esprits libres. Voilà. Les esprits libres, on les a. Mais vous savez que c'est inquiétant parce que moi, je commence à avoir des contacts avec plein de gens de plein de professions différentes, puisque maintenant, avec le pass vaccinal, plein de professions sont concernées. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une espèce de profil. C'est la personne qui ne pense pas comme la masse, qui se pose des questions ou qui juste prend un temps de recul. Parce que, voilà, il n'y avait rien de très violent, c'était juste prendre un temps de recul. Et surtout, eux, ils avaient l'habitude qu'on leur demande et puis qu'ils puissent s'en aller tranquillement. Donc pourquoi se mettre une telle pression pour juste une piqûre de plus? Ça n'a pas de sens, si vous voulez. Donc, en plus... Je veux dire, un peuple qui se dit, tiens, c'est bizarre, 15 000 soignants qui savent bien ce que c'est qu'une piqûre. Pourquoi celle-là, ils n'en veulent pas? Ça pourrait nous poser une question quand même aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire se dire, tiens, c'est... Ils savent peut-être quelque chose que je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils ont une intuition. On a aussi vu beaucoup d'effets indésirables dans nos hôpitaux qui ont été tus. Ou alors, on nous a dit, non, mais ce n'est pas le vaccin, ou ça peut ne pas être le vaccin. Mais enfin, quand on voit des coïncidences qui se respectent, qui se répètent. Non, c'est quoi Donc il faut et du côté de l'Europe, vous avez essayé de porter plainte à l'Europe? L'Europe... Tous nos dossiers à nous qu'on a pu, on les a montés à la Cour européenne des droits de l'homme. Encore, il y a moins de 3 jours, on a eu un rejet. Alors, par exemple, voilà, je vais vous parler d'une chose les pilotes de ligne. Il y a tellement d'effets secondaires sur la 3e dose qu'ils ont demandé une exemption au Conseil d'État. En disant, moi j'exerce ma liberté de conscience, je ne voudrais pas tuer mes passagers, je préfère leur donner la Covid. Ils ont moins de chances de mourir avec la Covid. Le Conseil d'État donc n'a même pas voulu examiner leur demande. Tenez-vous bien, ils ont été ce qu'on appelle triés, c'est-à-dire non, voilà, ça n'est pas manifestement illégal, donc nous ne regardons pas. Moi je l'ai fait à la Cour européenne, j'ai été retoquée tout de suite. Pareil, ils sont montés à la Cour européenne. Ça a été vite par contre. Voilà. Dans les 24 heures, 48 heures. Et donc ils sont montés à la Cour européenne en disant quand même on a droit à un procès, c'est suffisamment grave. Ce qu'on appelle le due process. Et la Cour leur a dit pareil, leur a dit pas en urgence parce qu'il n'y a pas d'illégalité manifeste, il n'y a pas de violation manifeste du droit à la vie. Donc, si vous voulez, là, aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, tout ce qui va pouvoir monter à la Cour européenne, c'est dans 3, 4, 5 ans. Mais ça prend un temps fou.
Donc, on est passé aussi, vous avez dû suivre ça aussi, il y a eu des démarches qui ont été faites auprès des parlementaires qui s'étaient positionnés sur toute cette histoire de contrat, Pfizer, pas Pfizer, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, on les a évidemment approchés aussi parce qu'ils sont quand même à l'origine du problème aussi par le vote du règlement communautaire sur le pass. Parce que c'est ça qui a fondé toute cette histoire-là. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas de voie de recours, parce qu'en principe, un système juridique qui fonctionne bien, vous avez, vous portez, vous demandez... on les a épuisés. Mais ensuite, il faut pouvoir faire appel, et puis que ça monte, ça monte. Si vous voulez, en fait, oui. Attendez, bien sûr. Mais là, par exemple, les dossiers qu'on a déposés en septembre, ce qu'on appelle au fond, c'est-à-dire la procédure classique, on aura la première décision dans un an. Enfin, on va dire au moins, on va avoir la décision à la fin de cette année 2022. Donc l'appel, c'est encore 2 ans. Il y a quand même une urgence extraordinaire. Alors en urgence, on a été... nous assécher, en fait. Le but, c'était de nous assécher financièrement pour qu'on aille se faire vacciner. Ils savent très bien qu'on est incapable de tenir des années sans salaire. Moi, j'ai des infirmières qui ont 20 ans de boutique qui vont travailler dans une friterie. C'est ça, en usine. Elles retournent à l'usine, elles font des ménages. C'est quand même des gens dont le système a aussi payé les études. Et elles se retrouvent à faire... c'est pas qu'il y ait de sous-métier, mais quand même... Et si vous voulez, les procédures d'urgence, elles ont toutes été déboutées. Donc, c'est ce que disait Vanessa. Tous les référés en urgence qu'on a fait devant les tribunaux administratifs, on a été déboutés. Cour européenne des droits de l'homme, ils ont considéré qu'on n'avait pas les motifs de l'urgence parce que c'est encore plus fermé. Le Conseil d'État en cours de cassation, moi j'ai 2 ou 3 dossiers en cassation sur les urgences seulement, qui ne sont pas encore jugés, mais bon, ils ne sont pas trop optimistes, les personnes avec qui on travaille devant le Conseil d'État, parce qu'ils disent, on voit bien la position. N'oubliez pas que, par exemple, le vice-président du Conseil d'État qui vient juste d'être nommé, c'est quand même le type qui était directeur de la NSM au moment du scandale du Mediator. Alors, il connaît bien l'histoire des médicaments. S'il y a quelqu'un qui n'a pas envie qu'on en parle, c'est sans doute lui. Vous voyez, c'est complexe, parce qu'on a un placement comme ça. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est que, dans le fond, la justice est complètement mélangée à toute la structure de pouvoir qui vous met dans cette situation impossible. C'est ça. Donc, on n'a pas une justice indépendante, ils sont là pour ne pas fâcher leurs copains. Voilà, c'est trop compliqué, à mon avis. Par exemple, M. Teboul, qui est l'avocat du ministre de la Santé, il sort du Conseil d'État. Donc, il en vient. Comment voulez-vous, c'est l'avocat de l'adversaire, mais c'est aussi le copain du président. Alors, je ne prétends pas qu'ils s'entendent toujours bien. Je ne veux pas dire par là qu'ils se mettent d'accord, mais ça doit être plus compliqué. Enfin, moi, je me mets à sa place. Ils peuvent aller prendre une bière ensemble, quand même. Voilà, et puis ils l'ont sans doute fait avant, puis ils ont peut-être des accointances autres. Moi, j'en sais rien, mais si vous voulez, ça fait trop de choses. Puis pour le justiciable, moi, je pense qu'à un moment donné, notre devoir, nous, on travaille sur ça. On est en train d'être sur des ruptures, c'est-à-dire qu'on va être obligé de mettre en cause leur indépendance, c'est-à-dire leur impartialité. On va être obligé, nous, les avocats, de dire à nos clients, maintenant, on est obligé d'attaquer, en fait. De dire qu'on ne peut pas... Il faut, parce qu'on a été patient, mais eux, à un moment, il faut qu'ils puissent reprendre le cours de leur vie. Je ne suis pas du tout un partisan de ce genre de choses, mais à la fin, ça vous donne presque envie d'être violent. Ouais. Ça reste... Moi, je suis un ancien joueur de rugby. Surtout quand... Et moi, un ancien joueur de rugby, si vous voulez, de temps en temps, ça agace. C'est ça, on a envie de... On a envie de... Si l'arbitre est par trop... On a envie de devenir violent quand on entend des choses comme « on va emmerder les Français ». Ça, là, on devient... Vraiment, on commence à se dire... et quand on me dit à moi que, du coup, je ne suis pas une citoyenne... Mais celui qui détermine qui est citoyen, c'est le citoyen lui-même, c'est pas le pouvoir. Moi, je pense que on sera toujours citoyen, il ne sera pas toujours président. C'est ce que je me tue à dire à longueur de temps. Voilà. C'est à vous de déterminer ce qui est bien. Vous savez, c'est ce que disait, ce pasteur allemand qui avait eu cette formule magnifique, qui avait dit quand ils sont venus chercher les catholiques, j'ai rien dit. Quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit. Quand ils sont venus chercher les malades mentaux, j'ai rien dit. Et quand ils sont venus me chercher, j'ai poussé des cris, mais il n'y avait plus personne. C'est ça. C'est un peu pour ça que mon collectif d'avocats, nous, on l'a senti, on a dit, c'est les premiers, mais on sera les suivants. On s'est dit ça, nous, on s'est dit... regardez d'ailleurs, les avocats, on a fait un petit recours pour avoir le droit de se déplacer, parce qu'on a un droit libre de déplacement depuis 1971 et même avant, mais il a été on nous l'a refusé.
le Conseil d'État nous a refusé même à nous de prendre un train sans justification de passe sanitaire, donc, enfin vaccinal. Donc, non, mais on est arrivé dans un... Et moi, je pense que maintenant, si vous voulez, nous, évidemment, on a fait du pénal, aussi les plaintes en extorsion de consentement, en abus d'autorité, Enfin, c'est impressionnant, vraiment. Alors là, pour le coup, depuis 1 an, les avocats, ils travaillent, mais tout est sourd. J'ai pas trouvé un procureur. Il nous reste vaguement, à mon avis, une petite chance avec le tribunal judiciaire, parce que c'est vrai on peut avoir localement des présidents qui sont libres. Vous avez vu que là, en ce moment, en plus, les magistrats se positionnent, ne sont pas très contents des moyens qui sont donnés à la justice. Donc, ils peuvent. En général, quand il y a ce genre de mouvement, on sait que les juges se libèrent un petit peu de l'autorité voilà, du gouvernement. Donc, on va voir. Peut-être qu'ils prendront des positions courageuses. C'est horrible. Mais écoutez... Je vais vous dire 2 choses. J'aimerais que vous me teniez au courant au fur et à mesure. Moi, vous savez, j'ai pas beaucoup de pouvoir. J'essaye simplement d'informer les gens. L'Institut des libertés, c'est un endroit où j'essaye de donner une information aux Français qu'ils n'auront pas ailleurs. C'est-à-dire de leur faire comprendre ce qui se passe dans la réalité. Bon, sans objectif politique particulièrement marqué d'ailleurs. C'est juste que je pense que pour qu'un citoyen prenne une bonne décision, il faut qu'il soit bien informé. Sinon, il prendra une mauvaise décision. Donc je vais essayer de faire moi ça. Et puis j'aimerais bien aussi, en tant que citoyen justement, vous me teniez informé un petit peu des développements, parce que je trouve ça quand même très très grave. Et je vois ça aux États-Unis, je vois ça au Canada, je vois ça en Angleterre. C'est des atteintes aux droits de l'homme qui ne cessent pas. Il y a une espèce d'attaque contre la liberté individuelle qui est faite par des structures de pouvoir en ce moment, qui est extrêmement inquiétante. Ouais, ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'en fait, c'était très entendable par la population qu'on demande aux soignants de se vacciner. Mais en fait, ce que la population n'a pas vu, c'est que ceux qui n'allaient pas se vacciner, du coup, n'allaient plus pouvoir les soigner. Puis ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'en fait, effectivement, on perdait ce droit à être nous-mêmes. Regardez, un grand champion comme Djokovic, là, le joueur de tennis, il dit, moi, si je dois si pour aller jouer à Paris ou si on me demande d'être vacciné, je ne jouerai pas. Donc, lui, il prend sur lui-même, d'accord, il n'a pas de problème d'argent, mais il a beaucoup à perdre, parce qu'il aurait pu être le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Et il est prêt à renoncer à ça, c'est pas rien. C'est parce que lui, il pense dans son fort intérieur que le vaccin, c'est pas bien. C'est pas la question. C'est son droit de le penser, c'est son droit d'agir en conséquence. Mais je me demande si c'est pas ça qu'on essaie d'atteindre aussi chez les gens. Vous voyez, par exemple, moi, je m'étais fait la remarque du masque en me disant... Quel intérêt du masque, sinon de compter le nombre de gens qui le portent pour voir un petit peu comment... Vous savez, c'est ce que disait Solzhenitsyn, Solzhenitsyn disait quelque chose de très intéressant. Il disait que quand on vous force à parler d'une certaine façon, vous savez, il faut utiliser la même langue que tout le monde, la novlangue, etc. La raison pour laquelle ils font ça, c'est que s'il y en a un qui se met à parler normalement, on le repère tout de suite et on peut l'envoyer dans le camp de concentration. Il est le premier à partir, quoi. On le repère tout de suite. Donc le masque, c'est la même chose. Vous identifiez le mouton noir, quoi. Moi, j'ai fini par me dire qu'à un moment donné, ils allaient faire comme en Australie et nous envoyer dans des camps. Je me suis dit, mais quand est-ce que le film s'arrête? Et je me le dis encore, parce que je me dis qu'il ça risque de se terminer dans des camps, bien sûr. Et ceux qui tueront sur les gens, c'est les journalistes, bien sûr, comme dans les camps. C'est toujours pareil. Parce que c'est eux qui devraient faire le ramdam, mais ils le font pas. Et en plus, moi, je peux vous dire que on les a vraiment, vraiment contactés. On a essayé. Et rien, pas un bruit. Non. Là, on est en train de faire des petits témoignages vidéo, des écrits, justement aux soignants. Et on monte une pièce aussi avec une metteuse en scène là, sur Paris pour leur donner la parole. Mais même un directeur de théâtre, aujourd'hui, il a peur d'aller dans ce sens-là. Et il n'a pas tort. Non, mais je ne lui donne pas tort à lui, mais je veux dire, on en est là, quoi. On en est à... Ouais, j'ai essayé aussi invisibiliser totalement. On a eu un article de journal dans le journal de la régionale. Et c'est tout ce qu'on a réussi à avoir. Pourtant, on en a contacté... En page 13. Pas mal. Je ne sais plus quelle page, mais c'était en page 13 en bas à droite, tout petit. Ce qui est insuffisant, c'est qu'on est devenu complètement transparent. Voilà, et le but, c'est de vous rendre invisible. Mais je peux vous dire une chose, moi je sais que c'est dur, je ne veux pas minimiser, mais moi, je suis super fière d'eux. Parce que ce que je leur ai dit aussi, c'est qu'ils ont tenu jusqu'à là, et je peux vous dire qu'ils tiennent. Ils sont rentrés dans un courage incroyable, et pour la plupart, ils ont vraiment pris leur destin en main, ce qui est très beau.
Mais je leur ai dit aussi, maintenant, vous allez voir tous ceux qui vont venir vous rejoindre parce qu'ils ne veulent pas la 3e dose ou parce qu'ils sont juste un serveur dans un restaurant ou parce qu'ils ne veulent pas ou parce que je ne sais pas quoi. Mais ceux-là, vous allez les accueillir, puis c'est vous qui allez prendre le relais et leur apprendre à vivre par vous-même, quoi, par eux-mêmes. Et en fait, ils sont incroyables. Enfin, je veux dire, vraiment. Et vous avez surtout l'habitude de servir. Mais on a aussi des enfants. Moi, j'espère que mes enfants vont apprendre de ça, que je vais leur apprendre à réfléchir et pas à dire oui à tout. Vous savez, tout le but de l'éducation, c'est d'apprendre aux gens à dire non. C'est ça, une éducation réussie, c'est quand ceux que vous avez élevés savent dire non. Non, ça passerait pas par moi. Apprendre à dire non, vous apprenez à vos enfants à dire non, c'est très très bien. C'est le but, c'est qu'il y a un moment donné, on ne peut pas dire oui à tout, et surtout pas à ça, parce que ça va à l'encontre de nos valeurs. Évidemment. Quand les patients ont commencé à devoir montrer des passes vaccinaux pour pouvoir aller en consultation à l'hôpital, c'est incroyable ça. Là, c'était trop. En fait, c'était ça. On ne laissait pas rentrer les gens qui n'avaient pas le passe vaccinal. Attendez, ça marchait plus avec nous, en fait. J'ai 2 greffés à qui on refuse des greffes en France. Hein. Parce qu'on nous faisait des scandales que c'était aux États-Unis. Non, 2 en France. Moi, je trouve ça incroyable. Et ça, c'est à côté de ça, passé, le sang des non-vaccinés est très prisé par l'établissement français du sang, hein, qui harcèle tous les gens que je connais qui ne sont pas vaccinés. S'il vous plaît, venez, puis on vous en prend plusieurs litres. Donc, il y a quand même aussi une hypocrisie de la chose. Ah, une hypocrisie effrayante. Donc, je crois qu'effectivement, c'est bien. Écoutez, je suis content que vous soyez venus. On va essayer de faire passer ça sur notre... Alors nous, on verra combien il y en a. Vous verrez que c'est très surprenant. Parfois, il y a certaines de nos vidéos qui passent à 300 000 exemplaires. Parfois, c'est 10 000. On ne sait jamais ce qui marche. Mais en tout cas, j'espère que la vôtre marchera, parce que ce que vous dites est quand même... C'est-à-dire, c'est important du point de vue humain. C'est-à-dire, vous avez un drame humain derrière chacun de ces cas. Mais aussi, c'est sur le fonctionnement de notre société, le fonctionnement de notre démocratie, la solidarité nationale. C'est absolument abominable ce qui est en train de se passer. J'arrive même pas à y croire. Mais vous savez, la justice, elle se révélera beaucoup. Hein, parce que moi, là, aujourd'hui, on défend des gens qui sont considérés comme des parias, donc c'est facile. Ça passe, les gens s'en fichent, ils lisent pas. Mais quand il s'agira de choses qui concernent Monsieur Dupont, Monsieur Durand, et que tout d'un coup, il va se trouver là et qu'on va lui dire « Ah bon, t'es pas vacciné ?» alors, pas de jugement, pas de divorce, pas de ceci, pas de cela. Là, les gens commencent à se dire « Mince, c'est embêtant, ça me concerne. » Moi, je voudrais savoir combien de gars qui ne sont pas vaccinés au Conseil d'État. Bonne question. Je pense que s'ils ont été malins, ils ne sont pas allés forcément. Non, mais je veux dire, c'est que je suis bien persuadé qu'il y en a tout un tas qui ont refusé la vaccination pour leur famille. C'est bien sûr qu'ils ont refusé. Et puis en plus, ils ne sont pas obligés, eux, pour siéger dans les instances, d'être vaccinés. Alors que... Il faut prendre aussi l'exemple des policiers qui n'ont pas eu d'obligation vaccinale, alors qu'ils sont un service de secours, tout comme l'hôpital ou les pompiers. Mais par contre, eux, on n'est pas allé les chercher sur l'obligation vaccinale. Oui, parce qu'on a besoin d'eux pour taper sur les gilets jaunes. Hein. Eh bien, merci beaucoup, vraiment. Et moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. C'est important qu'on puisse... Mais c'est d'abord que vous puissiez parler, parce qu'un jour, la parole passe. Au début était le verbe. Vous savez, tout commence par le verbe. C'est clair, merci beaucoup. Merci beaucoup.